Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous politique dominical Zone Franche. Le cheval blanc a-t-il galopé ou a-t-il simplement tenu sa position dans un couloir sans obstacle au lendemain de ce double scrutin crucial? Eh bien, le paysage politique béninois livre peu à peu ses secrets entre confirmation de leadership pour certains, gueule de bois pour d'autres. Si le bloc républicain, le BR maintient son ancrage. Les chiffres soulèvent cependant des questions brûlantes que nous allons analyser tout au long de cette émission. Une abstention record qui interroge notre contrat social, une géographie électorale qui se dessine en pointillé et une hégémonie de la mouvance qui ne masque plus les rivalités internes. Pour décrypter les résultats ce matin, analyser les leçons du terrain et surtout entrevoir la bataille finale de la présidentielle d'avril 2026. Nous recevons aujourd'hui un acteur clé de la base, Monsieur Gilles Rondolo. Il est le maire de la commune de Glazoué et figure de proue du bloc républicain dans la 10e circonscription électorale. Avec lui, nous irons au-delà des affiches de campagne. Le BR est-il condamné à rester l'éternel second derrière l'UPR, l'Union progressiste, le Renouveau? Comment réconcilier le citoyen avec l'urne après un désintérêt manifeste? Éric Guédénon et moi-même Franck Aounou, nous sommes prêts. Monsieur le maire, bienvenue, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes prêt pour le débat? Écoutez, nous y sommes. Voilà. Éric Guédénon, bonjour. Bonjour à vous, Franck Aounou. Monsieur le maire Gilles Rondolo, bonjour. Bonjour. J'ai une question personnelle sur ce visage. Je vous sens particulièrement heureux. Est-ce le goût de la victoire? Écoutez, ce qui procure la joie à un homme, c'est un ensemble. Et parce que c'est toute une complexité. Il n'y a pas que la victoire. Il y a déjà l'être, tout ce qui l'entoure et tout ce qui peut lui apporter du bien et du bonheur. D'accord. Avant les élections, beaucoup prédisaient l'effondrement du cheval blanc cabré. À l'issue de ce double scrutin, les résultats obtenus, selon vous, traduisent-ils une véritable vitalité du bloc républicain ou relèvent-ils plutôt d'un contexte marqué par une opposition très peu visible qui vous aurait laissé le champ libre? De mon point de vue, c'est fait preuve d'une mauvaise lecture du jeu politique et des positions des différents partis en lice que d'affirmer que le bloc républicain était mal parti. Alors, il suffit d'observer les différents résultats que nous avons eus aux élections précédentes. Je veux situer les élections de 2023 par exemple. On va remonter un peu plus haut, parlant des élections de 2020 et pourquoi pas celles de 2019. Lorsque vous observez, avant que l'opposition, je vais appeler ça un peu plus soutenue, je ne veux pas dire radicale, je veux parler des démocrates, ne soit sur le terrain véritablement, et que nous étions avec l'opposition modérée, je veux parler des Forces Corée pour un Bénin émergent. Le jeu politique se présentait d'une manière où on pouvait lire un certain avantage relatif pour chacun des partis politiques. Je prends l'Union progressiste, le Renouveau, qui avait ses ancrages dans une certaine partie du pays. Je prends le Bloc républicain également, qui avait ses ancrages. Mais on pouvait observer que les Forces Corée pour un Bénin émergent avaient un échantillon un peu plus large. Et cela s'explique parce qu'on est dans un pays où les électeurs s'identifient souvent à ceux qui animent les partis politiques. Je veux parler des dirigeants. Quand vous prenez l'Union progressiste, le Renouveau, vous verrez dans un premier temps le patriarche Bruno Amosso qui était à la tête. Et donc on le lie à une certaine classe politique, celle des anciens. Après, il y a eu Maître Joseph Djogbenou qui a pris le relais. On le lie, c'est vrai, à la jeune génération, mais ancré quand même sous une certaine coupole des anciens. Alors, lorsque vous allez du côté de l'Union, je veux parler plutôt du bloc républicain, lorsque vous allez du côté du bloc républicain, nous avons toujours eu pour patron Abdoulaye Biotchane, qu'on va situer à mi-chemin. C'est vrai que c'est un ancien qui a eu donc à piloter un certain parti politique à un moment donné, mais il n'a pas eu la même envergure que comme je l'ai cité tout tantôt, le patriarche Amos Bruno et d'autres qui ont fait leur classe. Alors du coup, vous allez observer, certains ont tenté
de reléguer le bloc républicain comme un parti du nord du Bénin. D'autres ont pensé que l'Union progressiste est un parti du sud du Bénin et ainsi de suite. Alors du coup, lorsqu'on s'inscrit sur ce registre, c'est facile de dire que le bloc républicain, avec les élections qui allaient venir, n'allait pas faire grand chose. Mais lorsque vous rentrez dans une analyse détaillée des différents résultats, vous pouvez noter par exemple que les nouvelles conditions d'éligibilité poussaient forcément des partis comme en tout cas chacun des partis, dans une certaine obligation de se mettre ensemble, sans laquelle nous tous, nous étions appelés à disparaître. Je veux nommer par exemple pour les législatives la contrainte de 20%, et je veux nommer pour les communales la contrainte nationale de 10%, qui faisait que lorsque un parti ne se veut pas un peu plus intelligent, un peu plus habile, il allait disparaître. Alors dans un contexte comme celui-là, les démocrates qui ont refusé d'aller donc en accord de partenariat avec les autres partis, ben, vous êtes d'accord que par eux-mêmes, ils n'ont jamais réussi à avoir 20% dans certaines circonscriptions. Selon conclusion, ils auraient été moins intelligents que vous. Ben, de mon point de vue, ils n'ont pas été malins. Ils auraient été malins qu'on aurait eu une autre situation de ce que nous observons aujourd'hui. Ils s'en sont sortis quand même bien en 2023, par exemple. Oui, en 2023, il n'y avait pas ces contraintes-là. C'est vrai, mais bon, on a vu quand même le travail qu'ils ont fait. On a voté, enfin, les populations ont voté beaucoup pour les démocrates à cette période. Il faut faire une lecture conjuguée entre 2020 et 2023. Vous allez observer que l'absence des démocrates en 2020 a propulsé le bloc républicain. Et quand les démocrates sont arrivés, quand vous observez très bien, j'ai eu à démontrer tout à l'heure que dans notre pays, la tête d'un parti politique, souvent, le classe dans une certaine région. Alors, lorsque le président Yahi Boni a repris le parti, les démocrates, forcément, ça donnait l'impression que ça devenait un parti du nord du Bénin. Et de la même manière, Abdoulaye Biot Tchane, notre président au bloc républicain, partageant la même aire géographique avec lui, vous allez observer que nous sommes devenus concurrents presque sur la même niche. Conclusion, les démocrates sont venus prendre une partie de l'électorat du bloc républicain puisqu'ils n'y étaient pas. Et aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas réussi à réunir les 20%, on peut observer que ça soit aux législatives et au communal, il y a eu un vote, disons, d'office. C'est-à-dire que nos militants qui s'étaient dispersés de l'autre côté sont revenus à la base. Voilà ce qui s'est passé. Le bloc républicain arrive derrière l'Union progressiste, le renouveau au plan national. Qu'est-ce qui, selon vous, manque encore au bloc républicain pour s'imposer comme la première force politique au Bénin? De mon point de vue, il faut resituer les choses. Quand vous prenez l'Union progressiste, le renouveau, c'est quand même les barons, c'est les anciens pour la plupart. On en trouve aussi chez vous. Oui, mais beaucoup moins calibrés. Il faut reconnaître ce qui est évident. Vous prenez quelqu'un comme le patriarche Bruno Amosso, vous prenez quelqu'un comme Maître Adrien Oumbédié, ils sont nombreux. Formule aux âmes bien nées, ça ne joue pas, ça n'a aucune valeur en politique. En politique, les âmes bien nées, ça ne répond pas forcément toujours. Parce que le jeu politique est fait... Ou bien vous vous êtes laissé influencer par les anciens, comme vous le dites, et vous n'avez pas pu occuper le terrain, vous avez fui devant leur stratégie politique. Il ne s'agit pas de stratégie, il s'agit de capital politique. Si vous voulez, je vais prendre le département, par exemple, des collines. Vous prenez quelqu'un comme le député Agua. Alors, chaque fois, les gens s'interrogent et ils se demandent, mais Agua arrive toujours, l'honorable Agua arrive toujours à tirer son épingle du jeu. Mais pourquoi? Parce qu'il est un ancien. Parce qu'il y a un certain il a commencé quand même quelque part, jeune peut-être. Oui. Il n'est pas allé en politique à 85 ans ou à 90 ans. Non, là n'est pas le débat. C'est comme dans une société. Vous avez votre capital social. Tant que ce capital social ne s'effrite pas, mais vous avez toujours l'ancrage qu'il faut. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et n'eût été des erreurs de stratégie qu'ils commettent, mais quelqu'un comme celui-là, normalement, devait avoir une grande envergure. Mais malheureusement pour lui, la plupart de ses lieutenants sont partis. Et c'est eux qui animent maintenant les partis qui sont concurrents à son parti aujourd'hui.
Et quand vous prenez ce que je dis, vous comparez à ce qui se passe, ou du moins ce qui s'est passé jusqu'à une époque récente dans le mono Koufo, je veux dire le grand mono, mais Bruno Amoussou a rayé en maître pendant des années. Et il a fallu une certaine scission du PSD d'alors pour qu'on observe le mono, qu'on observe le Koufo. Et même dans le Koufo, il a rayé en maître. Mais vous observez que maintenant, ça commence à s'effriter. Parce que ce qu'il incarnait, forcément, ceux qui lui ont succédé ou qui sont en train de lui succéder n'arrivent pas à maintenir la flamme comme lui, l'ancien, a eu à le faire jusqu'à ce jour. Et c'est tout ça qui explique le fait que aujourd'hui le bloc républicain commence maintenant à s'imposer tout doucement. Les résultats que nous avons tous vus proclamés par la Sénat montrent une disparité notable entre le Nord et le Sud. Est-ce que le bloc républicain ne court pas le risque d'être perçu comme un parti à ancrage régional? Je crois que nous allons relativiser. C'est-à-dire que nous n'allons pas stigmatiser pour dire que le bloc républicain a une tendance à être du Nord. Si on le dit de cette manière, ça va être valable également pour l'Union progressiste de renouveau. Parce que lorsque vous prenez les résultats dans leur globalité, je dirais que, au niveau des communales bien sûr, je dirais que l'UPR contrôle 7 départements, pendant que le bloc républicain en contrôle 5. Mais parmi les 5 que le bloc républicain contrôle, il y a un département du Sud. Et de la même manière, parmi les 7 que l'UPR contrôle, il y en a également qui sont du Nord. Que dites-vous alors de tout le Borgo qui est aujourd'hui vers les communes du Borgo qui sont contrôlées par le bloc républicain? Déjà, il n'y a pas que ça. Ça dit vice-versa. Chaque parti a eu donc à étendre son hégémonie à des niveaux donnés. Mais en prenant le cas du Borgo, je dirais que la stratégie du bloc républicain a marché. Je dirais que le bloc républicain a eu les personnes qu'il fallait pour communiquer dans le langage qu'il faut avec la population à la base. Et cette population a été convaincue que le bloc républicain était le meilleur, faisait la meilleure offre politique. Et c'est ça qui explique donc cette situation. Parce que quand vous prenez d'autres départements, quand vous prenez par exemple le littoral, l'Union progressiste règne en maître par exemple dans le littoral. Alors qu'est-ce qu'on dirait à ce niveau-là? Allez, comment expliquez-vous maintenant la perte de certaines communes dites emblématiques malgré les moyens humains et financiers engagés sur le terrain? Ben, ça relève souvent des erreurs de stratégie, des erreurs de positionnement ou de l'inaptitude de certaines personnes à porter le langage qu'il faut au moment où il faut. Et là, je crois qu'il faut tirer les leçons, repartir donc à la base, analyser, essayer d'apprécier qu'est-ce qui n'a pas marché fondamentalement, et puis nous allons rebondir à ces niveaux. Vous ne discutez pas de tout ça avant, les positionnements, avant les personnes à mettre, par exemple, en tête de liste, les deuxièmes, ainsi de suite? Les questions de positionnement sont délicates, elles sont subtiles et parfois très difficiles. Parce que vous pouvez positionner des gens, et puis, comme on a pu l'observer dans le département du Plateau, par exemple, je ne vais pas citer la commune, ben, nos militants eux-mêmes disent qu'ils ont fait de l'autogol. Ils sont républicains, mais ils ont fait le choix de ne pas voter pour le bloc républicain parce que leur choix, en fait, ceux qu'ils ont souhaité qu'ils soient positionnés ne l'ont pas été. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont été positionnés sont mauvais. Pas du tout. Ils sont aussi bons que les autres, mais ça fait partie du jeu politique et parfois on assiste à des situations de ce genre-là. Monsieur le maire, l'abstention a dépassé les 60%. Faut-il y voir un désaveu de la classe politique ou un malaise plus profond entre les citoyens et notre processus électoral? Soyez sincères. Alors, de mon point de vue, il faut analyser cette abstention de façon approfondie. Vous voyez, je m'amuse souvent à dire que je fais partie de la dernière génération des militants. Aujourd'hui, la génération qui nous a suivis, je veux préciser celle des années 90, qui sont aujourd'hui, qui ont l'âge de voter aujourd'hui, mais est-ce que, franchement, c'est des gens qui s'intéressent au débat politique? La réponse est non. Ils ont la tête, comme je les appelle, c'est la génération tête baissée. Ils sont dans leur téléphone et il n'y a que ça qui les préoccupe. Mais c'est votre rôle d'aller les chercher. Justement. Vous avez eu le temps et les moyens de le faire. Le temps et les moyens, ce n'est pas forcément évident. Ce n'est pas forcément évident.
Et je crois que là-dessus, chacun des partis politiques aujourd'hui a le devoir d'aller vers cette génération et de susciter leur intérêt à la chose politique. Mais en dehors de ça, il faut également comprendre que notre base électorale aujourd'hui s'est également affinée. Et peut-être qu'il va falloir qu'on aille à un certain toilettage. Je ne suis pas technicien du domaine, mais je présume que pendant longtemps, lorsqu'il y a des décès dans notre pays, ce n'est pas forcément signalé. Or, beaucoup de gens se sont inscrits sur les listes qui ont évolué et à ce jour, faute d'avoir déclaré ces décès, ce n'est pas évident. Ça veut dire qu'il y a encore un travail que les techniciens doivent poursuivre pour que nous ayons une base électorale qui reflète vraiment la réalité. Vous ne voyez que ces aspects-là, en tout cas pour certains observateurs, et notre processus électoral engendre justement ce désaveu, justement cette tendance à nos concitoyens à ne plus croire à notre processus électoral. On parle d'exclusion, on parle de beaucoup de choses. Non mais qu'est-ce que vous appelez exclusion? Cette fois-ci, on ne peut plus parler d'exclusion, dans la mesure où les tests sont suffisamment clairs et tout le monde a eu la possibilité d'aller aux élections. Ceux qui n'ont pas participé, en l'occurrence les démocrates, aux élections communales, la faute est à qui? La faute est à eux s'ils ont mal monté leur dossier. Aux élections législatives, ils y étaient. Et là également, ils n'ont pas suffisamment bien travaillé pour mériter d'avoir 20% dans toutes les circonscriptions. Et c'est ce qui explique la situation à la date d'aujourd'hui. Donc, de mon point de vue, ce serait pas du tout sérieux de notre part de parler encore d'exclusion dans le contexte où nous sommes aujourd'hui. Cependant, on va poser la question. Beaucoup pensent que les tests ont été taillés sur mesure de sorte à empêcher, à ne pas permettre à toutes les obédiences de pouvoir participer, à ne pas rendre le jeu démocratique assez clair. À ce niveau, la question qui se pose à nous tous, c'est de savoir qu'est-ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons rester dans le contexte où nous étions hier, où on avait une kyrielle de partis politiques qui allaient en compétition? Est-ce que c'est ce que nous voulons? Ou bien nous voulons réellement travailler pour réduire les compétiteurs politiques à un certain nombre? Je crois que le Bénin a fait un choix. Notre Parlement a fait un choix. C'est le choix d'orienter le jeu politique vers de grands groupements. Et lorsqu'on a compris ça, je crois que le débat est clos. Et à la date d'aujourd'hui, on ne peut plus parler d'exclusion, de mon point de vue. Alors, vous pensez que si les démocrates avaient été présents à tous les niveaux, aux législatives, aux communales et municipales, et avec des candidats, avec un duo de candidats à la présidentielle, vous auriez enregistré ces résultats ou qu'on aurait enregistré ce taux La réponse sur le taux d'abstention, écoutez, il suffit de regarder. On a eu une élection où les démocrates ont été présents. Le taux d'abstention est similaire entre ce temps et aujourd'hui. Ça n'a pas vraiment varié. Ça veut dire que la présence ou l'absence des démocrates n'a pas influencé le taux d'abstention. Par contre, si vous me parlez des résultats que nous avons observés aujourd'hui, la réponse est non. Parce que quand vous voyez la progression qu'a observé le bloc républicain, je dirais que nous avons récupéré, c'est nous qui avons bénéficié beaucoup plus en grande partie de ce que les démocrates ont perdu. Et c'est ça qui explique nos positions, notre positionnement dans certaines régions, pour ne pas dire dans la plupart des régions où nous avons fait fort. Et donc, à mon avis, la présence ou l'absence des démocrates n'a pas d'influence sur le taux d'abstention. Les questions liées au taux d'abstention vont s'analyser ailleurs et on l'a déjà relevé. Il y a en grande partie les primo-votants, pour ne pas dire, en tout cas ceux qui viennent un peu avant eux, qui ne s'y intéressent plus. Et là, il nous revient, nous acteurs politiques, d'aller vers eux, de les motiver, de les intéresser à la chose politique. Et ça, c'est notre devoir. Monsieur le maire, est-ce que vous avez lu le dernier communiqué du parti La Force que répond Bénin Émergent qui réagissait justement à l'issue de ces élections? Je vais partager quelques passages avec vous. Alors, tout a concouru à ces résultats qui nous écartent une fois encore de toutes les instances dirigeantes de notre pays. Il convient alors d'en tirer les leçons. La première leçon est que notre système démocratique est en panne, avec pour corollaire une division de plus en plus accentuée des fils et filles de notre pays. La deuxième leçon est que les réformes unilatérales sans consensus n'ont profité qu'à ceux qui nous gouvernent depuis 2016. Un communiqué de La Force que répond Bénin Émergent. Mais écoutez, ça vous surprend? Moi, ça ne me surprend pas, cette bonne guerre.
Ça ne soulève aucune question les, à vous? les forces Cori, Point Bénin Émergent sont un parti d'opposition. Il y a quelques années, ils ont été aux élections, ils ont récolté, je crois, 14%. Ils avaient fait environ 14%. Ça leur a permis d'avoir des maires, ça leur a permis d'avoir des conseillers, mais ils n'ont pas tenu le même langage. Et ils sont allés aux élections cette fois-ci. Mais là, à leur grande dame, ils sont en train de découvrir que leur potentiel est en train de s'essioler. Ce qui s'explique, puisqu'il faut bien observer qui était Force Cori, Point Bénin Émergent. Qui est devenu démocrate? C'est les mêmes qui étaient Force Cori, Point Bénin Émergent. Pour les querelles internes qu'ils ont eues, il y a eu une scission et une grosse partie est allée créer le parti Les Démocrates. C'est normal qu'avec le temps, les Forces Cori, Point Bénin Émergent commencent à s'effriter et perdre de ce qu'on leur créditait comme potentiel à la date d'aujourd'hui. Moi, je les comprends. On vient de finir des élections. Ils sont un peu d'amertume, c'est normal qu'ils s'expriment. Mais après, à condamner ou à trouver que c'est ceux qui sont au pouvoir, qui sont leur malheur, ça, c'est un autre débat. Vous pensez Et qu'ils ça, font un peu la gueule de bois? Ben écoutez, c'est suffisamment clair. On n'a même pas besoin d'y réfléchir longtemps. Et là, quand on revient à la case départ, la question c'est de savoir qu'est-ce que nous voulons pour notre pays. Est-ce qu'on veut avoir 1000 partis politiques comme ça a été hier, ou bien on veut avoir beaucoup moins de partis politiques comme dans les grands pays démocratiques où les plus forts, pas des regroupements bien évidemment, vont dominer le paysage politique. Et aujourd'hui, si moi j'ai des conseils à donner donc aux Forces Cori, Point Bénin Émergent, c'est d'aller revoir leurs amis démocrates pour qu'ils fassent la paix entre eux. Ça, c'est une première possibilité pour eux. S'ils veulent continuer à être des opposants comme ils l'ont été, si ça ne les intéresse pas, c'est de venir avec nous. Nous, on va les accueillir. Et ça nous permet de grossir davantage. Et J'attendais vraiment d'avoir l'occasion d'avoir un membre d'un parti de la mouvance pour soumettre cette question, parce que cela soulève une certaine incohérence. C'est quand même à cette formation politique que vous, le BR, avez accordé des parrainages pour leurs candidats. mais où est Avez-vous l'incohérence? signé des accords de gouvernance? Bien sûr, où est l'incohérence? Alors, quand même, et qui vous accuse en ces termes, voilà, elles sont également empreintes de déchéance morale, en ce sens que plus aucune règle n'est respectée en matière de scrutin, achat de conscience, bourrage des urnes, achat d'argent électoraux, désignation des agents électoraux, quand même, qui vous accable autant? Il y a certains mots, et moi, je les mets au défi de nous apporter les justificatifs, de nous en apporter les preuves. Mais avec les accords qui vous lient, vous êtes des partenaires. Non, attention. Pourquoi il faut- justement ça surprend beaucoup de personnes? il faut nuancer. Souvent, on a crédité, j'ai entendu dans une certaine opinion, on a crédité les Forces Cori pour un Bénin émergent d'être un appendice De la mouvance. de la mouvance. Mais vous vous rendez compte qu'en réalité, ils ne sont pas un appendice de la mouvance. Ils sont bien un parti d'opposition, mais qui a choisi une ligne qui était moins radicale que celle des démocrates. Mais là, aujourd'hui, ils se rendent compte que, attention, le peuple veut de moins en moins de nous. N'est-ce pas un réveil tardif? Beaucoup l'ont dit. Pourquoi est-ce que c'est seulement maintenant que la FCB, pendant que par exemple les démocrates criaient sur tous les toits, écoutez, les lois que nous votons, ce sont des lois qui vont exclure et tout et dénoncer les insuffisances de ces lois. On n'a pas entendu la FCB dans un langage aussi Acerbe. Moi, je ne parlerai pas de réveil tardif. Je dirais que les FCBE aujourd'hui vont concourir très bientôt pour les présidentielles. C'est une stratégie qu'ils sont en train de développer. Parce qu'ils se disent peut-être, en changeant de langage, en étant un peu plus acerbe, ça pourra leur donner une chance pour prendre... Qu'est-ce que vous attendez, vous, BR, UP également, pour réagir, pour répondre à ce communiqué-là, qui vous décrédibilise en quelque sorte? Ben écoutez, nous, au Bloc républicain, on est suffisamment à l'aise. Nous, on ne s'émeut pas pour un parti, pour la FCBE. Je ne veux pas utiliser un langage vulgaire. Je dirais, bon, ils glosent, la FCBE, ils racontent leur vie. Il faut leur permettre donc de parler. Ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent. Nous, on va avancer. Donc, vous ne réagirez pas. Vous n'allez pas sortir un communiqué aussi pour repréciser les choses. Quelle va être la valeur ajoutée? Oui, mais on dit bourrage des urnes, achat de conscience, non, mais des lois. Non, sur certaines questions, c'est sûr que nous allons donc apprécier
quelle va être la réponse que nous allons apporter. Et du haut de ce plateau, moi je dis, c'est trop facile. Ça, c'est des mots creux. Mais ils sont encore allés plus loin. Les résultats proclamés ne seraient servis de baromètre au choix du peuple. Donc, et pourquoi? C'est selon leur observation. Écoute, ils n'ont qu'à nous dire le pourquoi. Ils nous diraient le pourquoi que moi je comprendrais. Parce qu'aujourd'hui, le taux d'abstention, il est connu. Ceux qui sont allés voter, on sait dans quelle proportion ils ont voté. Et tous les partis étaient représentés au bureau et au poste de vote. Tous les partis ont eu les procès-verbaux à différents endroits. Et chacun a eu le temps de compiler ses résultats. Et ce que moi j'ai observé... Ils étaient également sur le terrain, les observateurs. Les observateurs, la Cour était présente, tout le monde était présent. On a fait de très belles élections. Et donc, moi je pense que ce qu'on a eu comme résultat reflète en dehors peut-être de quelques cas qui sont en train de faire l'objet de recours. Aujourd'hui, par l'UPR, par le BR et peut-être par eux-mêmes également. Je crois que ce que nous avons comme résultat reflète la réalité du terrain. Et donc, de mon point de vue, les FCBE sont dans une stratégie en espérant que très bientôt, au mois d'avril, quand on ira au présidentiel, ils pourront donc gouverner le Bénin. Alors, monsieur le maire, vous pensez que à l'arrivée avec deux grands partis politiques qui s'en sortent, que le système partisan, les réformes politiques sont en train de porter leurs fruits? De mon point de vue, c'est un début. Je ne vais pas applaudir et conclure tout de suite que bingo, nous y sommes. Parce que c'est un travail de longue haleine. Et quand vous observez, depuis que nous avons commencé avec le système partisan, ça n'a pas été évident au départ. Mais aujourd'hui, le principe commence à être accepté. Et tout doucement, il faut attendre encore peut-être 2 élections, les 2 prochaines élections à venir, pour que le paysage politique se clarifie complètement et qu'on puisse voir vraiment qui est qui. Aujourd'hui, quand vous observez, je prends les communales, vous allez constater une très belle progression du bloc républicain. Nous contrôlons, je crois, 38 communes, alors que l'UPR en contrôle 39. Nous contrôlons 5 départements, pendant que l'UPR en contrôle 7. Alors, chacun de nous va tirer le son, va faire les analyses stratégiques qu'il faut et se remettre à la tâche. Dans 7 ans, on ira encore en compétition et on verra bien ce que ça va donner. De la même manière, aujourd'hui, le bloc république, l'Union progressiste, le renouveau, est majoritaire à l'Assemblée nationale, pendant que nous autres, nous sommes minoritaires. Le travail va se poursuivre. Dans 7 ans, on aura un autre visage. Et peut-être dans 14 ans, ça va encore s'affiner davantage. Et ça nous permettra maintenant de savoir qui est qui dans le pays. Cette configuration qui se dessine, notamment deux partis de la mouvance à l'Assemblée nationale, mais aussi qui se partagent les conseils communaux, que répondez-vous à ceux qui pensent que, justement, que le pluralisme politique est aujourd'hui fragilisé au Bénin? Vous savez, je vais leur demander d'aller s'interroger un peu sur l'histoire politique des États-Unis. Les États-Unis, s'ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est parti d'un melting pot. C'est des gens qui sont allés, ils ont conquis l'Amérique. Mais ils n'avaient pas forcément la même fibre idéologique, politiquement parlant. Et ils se sont réunis et ils se sont entendus pour dire, moi, je suis libéral, moi, je suis socio-démocrate, et ainsi de suite. C'est comme ça que c'est parti. Alors qu'au départ, c'était des amis. Et donc, je dirais que nous sommes en train de faire notre apprentissage à la date d'aujourd'hui. Et il suffit de laisser cet apprentissage courir, avancer, et d'ici à là, ça va se clarifier. Peut-être que demain, les forces Cori pour un Bénin émergent, qui ont du mal aujourd'hui à s'en sortir, quand ils vont trouver les éléments de langage qu'il faut, quand ils vont trouver la stratégie qu'il faut pour aller parler au peuple, pour convaincre le peuple que ce que fait le bloc républicain, c'est pas ce qui arrange le Bénin. Ce que fait l'Union progressiste, le renouveau, c'est pas ce qui arrange. Peut-être que c'est eux qui seraient le meilleur dans 7 ans. Sauf que je ne pense pas que le bloc républicain ira dormir sur ses lauriers, mais que l'Union progressiste, le renouveau, parce qu'il se trouve qu'ils sont première force politique aujourd'hui, vont dire, nous on est déjà première force politique, on peut aller dormir, on est champion. Et là, dans ce cas, ils seront surpris, parce que le bloc risque de prendre pas risque, le bloc va prendre le devant. C'est votre souhait?
Absolument. Encore, nous, on va évoluer sur d'autres sujets. Monsieur le maire, quelle a été l'innovation majeure de votre parti en termes de stratégie de proximité et qui vous a permis de conquérir des quartiers jusque-là peu favorables au bloc républicain? Ben écoutez, je ne vais pas vous dévoiler ici toutes les stratégies. On a fini les élections. Ah non. Il vous reste quoi? On a fini les élections, c'est effectif. Ben voilà, mais si nous dévoilons ici toutes nos stratégies, chaque chapelle politique a son équipe de veille stratégique. Peut-être que ça peut vous attirer d'autres partisans, d'autres militants. Non, on l'a souvent dit que le Bloc républicain est un parti de jeunes. Bon, c'est vrai que et de femmes, ce qu'on lit souvent sur vos visuels. C'est une réalité. C'est une réalité. Et moi, je prends ma commune, je prends la commune de Glazoué par exemple, mais la plupart, c'est des jeunes. Ils ont 30 ans, ils ont 28 ans, ils ont 35 ans, qui ont été alignés. Mais ce n'est pas vous qui avez battu le record du plus jeune député au Parlement, par exemple. Ce n'est pas votre parti. C'est l'UPR qui a battu le record du plus jeune député. Ça, c'est un fait. Mais lorsque on les parti qui se revendique étant dans leur parti des jeunes. Lorsqu'on prend ceux qui ont été positionnés dans leur grande majorité, mais c'est eux qui ont fait le job. Parce que quoi? L'électeur se retrouve à travers celui qui a été positionné. Donc, c'est évident, c'est normal qu'ils l'écoutent et qu'ils le soutiennent. Moi, je pense que cette stratégie de faire confiance à la jeune génération a payé. De faire confiance aux femmes a payé. Et c'est ça qui peut expliquer en partie, en dehors de toutes les autres stratégies que nous avons développées pour être en contact avec les électeurs à la base. Est-ce que c'était gagné d'avance? Parce que nous avons eu des retours de frustration, par exemple, des gens qui ont un certain nombre d'expériences au Parlement, qui ont été mis dans une deuxième position, des jeunes devant. Au début, est-ce que ça a été vraiment facile de pouvoir adopter cette posture-là? Vous savez, ça n'a jamais été facile, la question de positionnement. Parce que tout le monde veut être député, tout le monde veut être conseiller communal. Et les sièges sont distribués en fonction des positions que vous occupez. Il y a des circonscriptions où on a 5 élus. Alors, quand on vous met en 5e position, c'est clair que ce n'est pas évident, puisque vous êtes en compétition avec d'autres partis politiques. Et c'est ça qui explique ce que vous êtes en train d'évoquer. Mais dans l'un ou dans l'autre des cas, on finit toujours par s'ajuster. Et puis, en général, quand quelqu'un pense que lui, il est fort, qu'il a une grande popularité, moi, je dirais, c'est mieux que celui qui est fort et qui a une grande popularité, on le mette en 2e, en 3e position. Là, il démontre sa capacité à mobiliser. Et il aide à propulser l'équipe qui va aux élections. Mais quand vous dites que vous êtes fort, vous avez une grande popularité, et vous dites, moi, je ne veux être que premier titulaire, ça pose un problème. Parce que finalement, où est la valeur ajoutée pour l'équipe que nous constituons? Et ça, visiblement, ça vous a marché. Justement. Allez, monsieur le maire, malgré votre percée, quelle a été la principale difficulté rencontrée durant ce double scrutin? Écoutez, les difficultés sont diverses et elles ne sont pas les mêmes d'une circonscription à une autre. Alors, dans certaines circonscriptions, j'ai eu à évoquer le cas du Plateau, où certains de nos camarades ont fait ce qu'ils ont qualifié d'autogol, c'est-à-dire qu'ils ont fait un choix délibéré de voter contre leur parti. Et puis bon, là aujourd'hui, c'est des regrets, puisque les résultats que nous avons eus ne reflètent pas l'ancrage que nous avions donc dans ces régions-là. Donc ça, c'est une forme de difficulté. Mais ailleurs, l'autre forme de difficulté, c'est qu'on n'a pas toujours eu la cohésion qu'il faut au sein de l'équipe pour travailler ensemble. Chacun est allé dans sa direction, mais Dieu merci, ça a payé. C'est-à-dire que les individualités ont fini par donc concourir à donner quelque chose de beau. Alors peut-être que dans ces régions, si on avait vraiment été ensemble pour travailler, ça aurait donné quelque chose encore de plus extraordinaire que ce que nous avons observé. Monsieur Rondolo, vous n'avez pas été candidat, bien sûr. Bien sûr, moi, je n'ai pas été candidat. Alors, est-ce que c'est le choix d'une convenance personnelle ou c'est l'usure de l'exercice du pouvoir politique qui a fait que vous avez renoncé à être candidat? Écoutez, moi, je viens de faire une première mandature. Donc, on ne peut pas encore parler d'usure. À côté des dinosaures. S'il y a beaucoup de choses à faire, si vous avez beaucoup travaillé, ça peut vous fatiguer.
à côté des dinosaures, je disais, qui ont fait 20 ans de pouvoir électoral, qui ont fait plus de 20 ans, etc. Moi, je ne suis que minuscule à côté d'eux. Non, je vais vous dire très franchement, à Glazoué, dans la commune de Glazoué, nous avons une spécificité, nous avons une particularité. Moi, je relève de la communauté de ceux qu'on appelle, de l'ethnie qu'on appelle Mahi. Et nous sommes 2 ethnies majoritaires à Glazoué. Et le jeu politique a été fait à travers un pacte social qui n'est pas écrit, mais qui est fortement observé, où lorsque une communauté prend les rênes de la commune pour un mandat, la mandature qui suit, c'est l'autre communauté qui prend les rênes. Et lorsque vous observez dans le jeu de pouvoir, je vais juste faire une caricature en prenant le président Talon et le président Yahi Boni. Lorsque vous observez dans tous les pays du monde, lorsqu'on a atteint ce niveau d'incompétence, suivant le principe de Peter, qui est celui d'occuper la magistrature suprême, quand vous descendez, la sagesse recommande qu'on se retire. Et même quand on doit opiner, que ça ne soit pas des prises de position publiques. Mais vous avez vu ce qui s'est passé entre le président Talon et le président Yahi Boni, au point où on dirait que le Bénin se résume à ces deux personnalités politiques. Alors il faut éviter ça. Il faut éviter ça et c'est ça qui m'a inspiré pour que je dise, écoutez, la prochaine mandature n'est pas celle des maris. Et à partir de ce moment, je ne veux pas être tenté de me retrouver dans un conseil communal, de commencer donc à formuler des critiques sur la gestion de celui qui est là pour que ça crée d'autres problèmes. Je préfère me retirer, être en arrière-plan et continuer le travail de base, soutenir ceux qui sont là et les conseiller, puisque j'ai été dans la charge, pour que vraiment le bloc républicain continue donc alors, ce principe que vous évoquez, qui est un pacte dans votre localité, est-ce que ce n'est pas grave de l'avouer? Parce que au détriment du vote des citoyens et même des tests de loi qui encadrent nos élections, comment se fait-il que vous donnez plus priorité à ce genre de principe dans votre environnement? Parce que nous aurions appris aussi que dans une ville comme Porto-Novo, c'est aussi le même principe. Bon, je ne maîtrise pas trop le cas de Porto-Novo, mais moi je pense que toutes les règles ne sont pas forcément écrites. Lorsque vous prenez le principe de la dot, c'est un principe qui a été reconnu plus tard par le droit, mais ce n'est pas par le droit qu'il a été inventé. Il a été pensé par nos intellectuels communautaires. Et donc, c'est le même principe. Pour qu'il y ait la paix sociale, vous êtes 2 communautés majoritaires. À quoi ça sert de vous chamailler sur quelque chose qui n'existe pas? Il n'y a pas d'enjeu. Il faut permettre à tout un chacun de passer, de faire l'expérience, de porter la charge. Et là, ça ne remet rien en cause, puisque en termes de compétences, comme je le dis souvent, l'intelligence n'est pas la propriété d'une famille, ni d'un clan. L'intelligence est partout. On en trouve en milieu Idacha, on en trouve en milieu Mahi, et ça nous offre la possibilité qu'on puisse donc, chacun aille donc, pour faire cette expérience au bénéfice de notre commune. Pour ça, vous avez renoncé. À présent, quelles sont vos nouvelles ambitions? Ben écoutez, aujourd'hui, moi, j'ai plusieurs destinations possibles. La toute première des destinations, c'est de retourner à mon métier. Puisque j'ai un métier, j'ai appris un métier, c'est ce que je sais faire le plus, le mieux. Et la deuxième destination, si les responsables du parti politique estiment que j'ai des compétences qui peuvent valoriser dans un autre cadre, ils me feront appel et c'est à cœur joie que je me rendrai disponible. Vous servirez la République. Absolument. Allez, quelle place vous évoquez tout à l'heure? Disons que le Bloc républicain est un parti de jeunes et de femmes. Justement, dans la composition et le fonctionnement du nouvel exécutif communal, qu'entendez-vous faire pour que ces 2 couches puissent être véritablement représentées? Ben, de mon point de vue, le premier travail a été fait. C'est celui de leur permettre d'aller au conseil communal. Alors, le deuxième travail qui va être fait, c'est en fonction des profils que chacun d'eux a, d'apprécier est-ce qu'ils ont une capacité pour diriger la commune. Là, le parti appréciera. Donc, parmi ces jeunes-là, qui peut être maire, qui peut être adjoint au maire, qui peut être président de commission, qui peut être chef d'arrondissement. Voilà les postes qui sont disponibles aujourd'hui. Et de mon point de vue, il y a de la place pour chacun d'eux. Dans votre
commune entre les grands meetings et le porte-à-porte qui est souvent prisé des actes politiques. Quel mode de mobilisation s'est révélé plus efficace pour convaincre les électeurs indécis? Sur cette question, dites-nous quand même quelque chose, parce que vous avez dit que vous n'allez pas dévoiler vos stratégies. Vous me poussez à parler un peu plus que je ne voulais. Mais je vais vous dire, dans un jeu électoral, il faut combiner les deux stratégies. D'accord. Pourquoi? Il y a eu du porte-à-porte. Non, non, mais qu'est-ce que vous appelez porte-à-porte? Le porte-à-porte, de mon point de vue, c'est cette organisation qui nous amène à aller dans une grande proximité avec l'électeur, au lieu de faire des grands regroupements. Lorsque je réunis des gens par quartier, c'est du porte-à-porte. Oui, il manque un détail. Ah ouais, c'est selon lequel? certaines indiscrétions, le porte-à-porte, voilà, on apporte quand même quelque chose. Ah non, le bloc républicain ne s'est pas révélé dans ce que vous dites. Oui, nous avons des informations. Hein? Sur le bloc républicain. Sur l'ensemble des partis politiques. Non, je vais vous dire. Nous avons fait à notre manière, parce que ça dépend de ce qu'on appelle porte-à-porte. Ce que moi j'appelle porte-à-porte, c'est cette proximité que nous développons avec les lecteurs. Au lieu de faire des grands regroupements où on a 200 personnes, 300 personnes, on réduit à une cinquantaine de gens. Et là, dans ces cadres-là, on échange, on leur explique, on leur vend notre offre politique et ils ont le temps d'apprécier, d'évaluer. Et c'est plus efficace dans la mesure où vous êtes écoutés et les gens vous posent des questions pertinentes. Si c'est ça, nous avons fait du porte-à-porte. Et puis, on a fait également les grands regroupements. Et l'intérêt des grands regroupements, c'est de permettre à ce qu'on nous voit, nous tous ensemble. Parce que parfois, il y a des clans qui se développent au sein des partis politiques. On dit un tel n'est pas en harmonie avec un tel. Mais le fait que les électeurs nous voient ensemble autour d'une même table et parler d'une unique voix, ça également... C'est le porte-à-porte qui a été le gros secret de la percée du bloc républicain. Après, il faut opérationnaliser cette expression de porte-à-porte et qu'on soit d'accord sur ce qu'on met dans le porte-à-porte. Moi, je parlerai d'une grande proximité. C'est de ça que nous parlons aussi. Si c'est de ça que vous parlez, c'est ce que nous avons fait. Monsieur le maire, dans un contexte où l'opposition est absente des conseils communaux, comment envisagez-vous la gouvernance locale et la collaboration avec les élus issus d'autres sensibilités? Quand vous posez cette question, c'est à croire qu'il n'y a plus de société civile au Bénin. Mais non. Qu'est-ce que vous appelez opposition? En notre propre sein, il y a des opposants. Ou du moins... Non, mais je prends le bloc républicain. Oui. D'accord? Je prends le bloc républicain. Au sein du bloc républicain, on ne tient pas toujours le même langage. Moi, je l'ai vécu. Et si vous vous rappelez, Canal 3, je ne veux pas rappeler des mauvais souvenirs que j'ai connus. Et Canal 3 était passé à Glazoué dans le temps, faire du moins... tendre son micro et prêter sa caméra à un groupement d'élus. Mais dans ce groupement, il y avait tout, y compris des républicains. Vous vous rappelez très bien. Alors, c'est pour vous dire que on ne dit pas toujours la même chose. Il y a des débats contradictoires. Mais aujourd'hui, que veut l'électeur? C'est fini les débats creux politiques que nous faisons. Ce que attend de nous l'électeur aujourd'hui, c'est de lui apporter de l'eau. C'est de lui apporter de l'électricité. C'est de tout faire pour que les pistes soient réfectionnées. C'est de tout faire pour que les machines agricoles soient partout. C'est de tout faire pour que, quand il a produit, il puisse évacuer aisément et qu'il vende à un bon prix. C'est ce que l'électeur attend de nous aujourd'hui. Et je crois que, dans ce sens, il n'y a pas d'opposition. Et il ne peut même pas y en avoir. Et s'il devrait y avoir opposition, c'est de critiquer. Et de dire, vous n'avez pas construit les modules de classe là où il faut les construire. Et ça, c'est une belle opposition. Encore et que ça, la même en pratique notre est très encadrée aujourd'hui. Il faut relativiser. Ça dit que les gens prennent un pan de la loi et font des commentaires comme si le jeu politique se meurt. C'est faux. Le jeu politique ne se meurt pas. On va toujours critiquer en notre sein, mais également on va critiquer les autres partis politiques. Sauf que lorsqu'on a élu quelqu'un, il ne faut pas faire de la politique politicienne. Laissez les gens travailler. Regardez Cotonou. Cotonou qu'on a connu dans les années 90, Cotonou qu'on a connu en 96, Cotonou qu'on a connu en 2016 et Cotonou qu'on connaît aujourd'hui. Qui de Cotonou, nous qui sommes de Cotonou, allons dire que Cotonou a reculé? La réponse, c'est non. Cotonou n'a pas reculé. Aujourd'hui, regardez, quand on a les grandes pluies, hier,
ça pouvait se stagner pendant une semaine, pendant 10 jours. La dernière pluie qu'on a observée, au bout de quelques heures, l'eau est partie. Ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait par des techniciens. Après, on peut trouver que l'UPR, le BR, c'est eux les mouvanciers, on n'est pas content, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'amélioration du cadre de vie. Et ça, on est en train d'y arriver. Allez, nous allons maintenant balancer les courriers pour voir ce que nous réserve, disons, les prochains mois, si vous le voulez bien. Cap sur la présidentielle. Vous avez 49 députés, c'est, disons, pour l'UPR, le Bloc républicain. Dispose-t-il aujourd'hui, avec le nombre de députés que vous avez, le nombre de maires que vous aurez certainement, est-ce que vous disposez d'un poids suffisant pour peser dans les équilibres politiques et surtout les discussions à venir avec l'actuel chef de l'État et le nouveau qui sera installé à l'issue de la présidentielle d'avril? Alors, de mon point de vue, il faut sérier les choses. Le président Patrice Talon, je ne pense pas qu'il y ait une possibilité de peser sur quoi que ce soit jusqu'à la fin de son mandat. Nous avons 49 députés qui vont être installés déjà le 8 février prochain. Les jeux vont se faire au Parlement. Vous savez que c'est... Excusez-moi, les jeux se feront, mais pas sans Patrice Talon. Il a dit qu'il sera très actif. Ça, c'est suffisamment clair. Il y aura des arbitrages, ça c'est comme vous en avez l'habitude, derrière le rideau. Je ne m'inscris pas dans cette logique. Vous savez, quand on dit derrière le rideau, il y a souvent une connotation péjorative. Non, tout se fait au vu et au su. Il n'y a rien de secret. Et c'est clair que Patrice Talon, aujourd'hui, j'ai eu à le dire sur votre plateau, chacun de nous doit rêver d'avoir un peu de Patrice Talon en lui-même. Du point de vue du rêve, de la vision et du point de vue de sa capacité, de l'abnégation qui se donne au travail pour que son rêve devienne une réalité. Alors donc, à ce niveau, les jeux sont assez clairs. L'Union progressiste, le renouveau est majoritaire à l'Assemblée nationale. Nous sommes minoritaires. Les tests par eux-mêmes organisent déjà comment ça doit se passer. Maintenant, au-delà de ça, par les jeux politiques et les jeux de concession, on a pu constater, vous et moi, que dans certaines communes, je prends par exemple le département du Borgou, on est maître des lieux là-bas. Peut-être qu'avec les accords que nous avons pour gouverner désormais, dans ce cadre-là, on pourra s'asseoir. Et puis, chacun va concéder à un niveau pour que l'autre ait un peu de place, et ainsi de suite. Ça pourra se faire. Mais ce n'est jamais un exercice, c'est simple ce que vous expliquez là. Parce que non, c'est un exercice, on parle du jeu de les pouvoir. Les concessions en politique, on sait ce que ça donne. Parfois, c'est au prix de sacrifices. Et ici, au Parlement, avec le nombre de députés que dispose l'Union progressiste, le renouveau, le Bloc républicain voudrait par exemple contrôler le pêchoir, ça va se discuter. Mais écoutez, de mon point de vue, il n'y a rien d'impossible. Tout est ouvert. Le jeu est ouvert. J'ai donné un exemple tantôt. Si l'Union progressiste de renouveau estime que dans le Borgou, il veut participer à la gestion des communes, mais il est obligé de venir négocier avec nous. Si nous estimons que, écoutez, l'Union progressiste a gouverné le Parlement de tout temps, et aujourd'hui, nous avons un certain intérêt à dire, écoutez, faisons des concessions. Ça va se discuter. Ça va être une affaire de tu me cèdes le Borgou, je te donne le perchoir, tu me donnes... Ce ne sera pas la ticket Jaffa Ce ne sera pas dans ce sens. Alors, quand je quitte, parce que ça, c'est ce qui est immédiat, ce qui va se faire dans les semaines à venir, après, on aura le temps de battre campagne pour le prochain président, et nous nous battrons pour que ça soit notre candidat. Je veux nommer le ministre d'État, notre président, donc le ministre d'État candidat donc au présidentiel, le ministre Wadaï. Si par la grâce de Dieu, et Dieu fera grâce, j'en ai la conviction que le ministre Wadaï, le ministre d'État Wadaï, ils prennent le perchoir. Là encore, c'est d'autres discussions, c'est d'autres débats qui vont se faire en son temps. Nous avons reçu ici, à cette même place, un invité qui prédisait que d'ici la fin de cette année, il y aura une forme d'implosion entre le Bloc républicain et puis l'Union progressiste, le renouveau, notamment dans des querelles politiques, dans le partage des postes politiques. Ce que vous expliquez là avec autant d'aisance, ça peut s'avérer très complexe. Écoutez, il n'y a jamais rien de facile en politique. Et
Patrice Maintenant que Talon. l'écart n'est plus trop grand entre Non, le c'est BR et puis c'est l'UPR. c'est pas une question d'écart, d'accord? C'est pas une question d'écart. C'est une question de négociation. Aujourd'hui, c'est évident, c'est clair que l'Union progressiste, le renouveau est la première force politique au Bénin. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est clair également que nous sommes la deuxième force politique au Bénin. C'est aussi clair que le prochain président aura besoin aussi bien de l'Union progressiste que du bloc républicain. Il lui reviendra avec tous ceux qui vont le conseiller d'avoir l'intelligence du jeu et de savoir comment il dose l'équilibre pour que ni l'UPR ni le bloc républicain ne se retrouvent dans une situation de frustration aiguë et qui conduisent donc à une certaine implosion. Mais soyez rassurés, il n'y aura pas d'implosion. Nous sommes suffisamment disciplinés. Alors, comment comptez-vous remobiliser ces électeurs-là qui sont soit déçus ou qui ont pris la posture de l'abstention, qui n'ont pas voté du tout, qui affichent un certain désamour par rapport à la chose électorale, parce que la prochaine élection en avril, c'est le gros défi et beaucoup de politiciens l'ont reconnu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener tout cela afin qu'ils s'intéressent finalement à cette affaire? Alors, de mon point de vue, pour avril prochain, il n'y aura pas une grande différence. On devrait encore se contenter de 36 ? Pas forcément. Il peut y avoir une légère amélioration. Parce qu'aujourd'hui, le souci, c'est de faire sortir les gens. Mais n'oubliez pas ceci. Et aujourd'hui, pour raisons professionnelles ou autres, ils ne sont plus au même endroit et ils n'ont pas eu la présence d'esprit de faire les transferts vers les lieux où ils résident aujourd'hui. Il y a d'énormes cas pareils. Moi, je l'ai vécu, que ça soit à Savais, que ça soit à Ouessé. Nous, on a analysé, on a plein de nos parents qui viennent voter en général au village, mais cette fois-ci, ils n'étaient pas là. Et ils nous ont expliqué, je n'ai pas pu me libérer au boulot, je n'avais pas les moyens pour arriver, etc. Donc aujourd'hui, il nous faut réfléchir pour voir ceux-là qui ont la volonté de venir donc nous soutenir, comment on s'organise pour que ça soit une réalité. Mais de mon point de vue, il n'y aura pas de miracle. Mais parce très franchement, M. Rondolo, en écoutant vos populations, vos mandats, est-ce qu'ils ne vous sortent pas des arguments, ils ne vous racontent pas des histoires du genre, enfin, ce qui les amène à ne pas s'intéresser à la chose électorale aujourd'hui? Vous savez, comme j'ai eu à le dire... Parce que vous êtes à la base. Comme j'ai eu à le dire, il n'y a pas une réponse universelle. Il n'y a pas de réponse. Donc, quand nous prenons la commune de Glazoué, est-ce qu'il y en a qui vous ont confié pourquoi, par exemple, ils ne s'intéressent pas à la chose, à ne pas aller voter? Mais je peux vous dire que dans la commune de Glazoué, le taux de participation a dépassé les 50%. Largement. Moi, j'ai fait le tour presque de tous les bureaux de vote. Déjà, la mi-journée, autour de 14 heures, les gens sont sortis. Ça dépassait largement les 50%. Donc, il faut qu'on fasse une analyse approfondie de ces résultats pour aller apprécier quels sont les endroits où ils ne sont pas du tout sortis et qu'est-ce qui explique le fait qu'ils ne soient pas sortis. Et ce n'est qu'à partir de là qu'on saura quelles sont les solutions que nous pourrions donc apporter. Une dernière question, Monsieur le maire. Un mot pour définir le bloc républicain d'aujourd'hui, en tout cas à l'issue de ces résultats. Ça va être lequel? Ben écoutez, le bloc républicain est dans une marche de progression. Le bloc républicain s'appuie sur la jeune génération. Le bloc républicain s'appuie sur les femmes. Et cela ne changera pas. Nous allons continuer donc à développer cette politique et espérer que les mois, les années à venir, nous allons inverser donc la tendance et devenir le premier parti politique du Bénin. Sinon que j'avais dit un mot. Allez, Gilles Rondolo, maire de Glazoué, membre du bloc républicain, acteur clé de la 10e circonscription électorale. Merci de nous avoir consacré votre temps. Merci, M. Aoun. Allez, Zone France, stop et fin, mesdames et messieurs. On se reprend dimanche prochain. Nous remercions toute l'équipe technique qui nous a accompagnés dans cette émission. Nous vous remercions, vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. À bientôt.